Il s'agit d'un diaporama qu'Antonin vous a préparé. C'est un petit jeu dont on a l'habitude. On va présenter des personnalités politiques derrière vous. Alors le jeu, c'est quoi? C'est de donner pour chacune de ces personnalités 3 adjectifs avec le cœur, quoi. Faut que ça soit spontané. L'idée, c'est que ça soit vrai, quoi. Chaleureux? Pour lesquels? Enfin, là, vous avez le droit de mutualiser les adjectifs, remarque, mais pour lequel chaleureux? Pour les deux, bien sûr, ça sent, regardez. Sans mentir. Ça dépend des moments, quand même. Ça dépend Chaleureux, des moments. sincère, voilà. D'accord, donc ça fait 1. Pardon? Bon, d'accord. Il faut être honnête, hein, vous aurez une deuxième surprise probablement. Pardon. Alors, faire semblant de s'entendre. Ok, ça vaut marche. mieux On passe au slide suivant. Un adjectif? 3. 3 chacun. Voilà. Engagé, attentif. Pour le troisième, quelqu'un n'a pas quelque chose à me souffler là? Barbu? Ah oui, mais sur la photo ou en général? En général. Ah pardon, d'accord, ok. Le premier, c'est courageux. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Sarkozy, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, mais il est courageux. Physiquement courageux. Et ça, en politique, vous voulez que je vous dise, c'est hyper rare. Il y a des gens qui ont du culot, mais c'est pas la même chose que le courage. Lui, il est courageux. Pardon, je crois que c'était la photo à chaque fois. Pas de souci. Hein. Courageux. L'idée, c'est d'en faire 3 à chaque fois, mais si vous n'en avez pas trop. Courageux. Ben, je vous ai dit les 2 autres tout à l'heure. D'accord. Tant pour moi. Non, je dirais pas guignol, j'ai entendu derrière moi. Non. Non, parce que je ne respecte pas ses convictions, mais je pense qu'il y a une part de sincérité chez lui. Je pense qu'il est à côté de la plaque. Mais non, mais attendez. Je pense qu'il est à côté de la plaque, mais je pense qu'il y a une part de sincérité, chez lui. Maintenant, il sait être démago. Vous avez démago. Je pense qu'il est populiste, mais il a aussi une forme de sincérité, et ça, je lui reconnais. Ok, très bien. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment des idées et qui ont des convictions politiques. Lui en a, même si je ne les partage pas du tout. Pardon, et républicain. Vous avez plus de 3, parfait. Dépassé, sans autorité, et une troisième. Et 3 à chaque fois, ça fait beaucoup. Hein. C'est ça la difficulté du jeu. Ça fait beaucoup. Bah bon, à la limite, c'est qu'il n'y a pas d'autres adjectifs pour Monsieur Hérault, peut-être. Et faux gentil. Ça fait 3. Je me souviens particulièrement de son attitude au moment des attaques contre Éric Woerth. Et en politique, on a le droit d'avoir de la mémoire. Voilà. Mélenchon. Ça fait 1. Mélenchon. Qu'est-ce que démago, populiste. Démago, populiste. Dépassé aussi. Pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'il a des idées qui sont vraiment du siècle dernier. Okay. Marine Le Pen. Démago, populiste. Non, je pense. Et décalé aussi par rapport aux attentes des Français. Les Français n'ont pas besoin qu'on exploite leur peur, ils ont besoin d'avoir des solutions à leurs problèmes. Ça n'est pas son registre à elle. Et j'oublie pas aussi une chose. Vous savez quoi, au moment des législatives, j'étais sur la liste noire de Madame Le Pen. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'elle a clairement appelé à voter socialiste pour me faire battre. C'est loupé. Slide suivant. Sympa. Porlo, ouais. Je suis d'accord. Sympa, Jean-Louis. Très organisé. Non, c'était a joke. Ouais, private joke. Sympa. Qu'est-ce que je peux dire? Audacieux. Quand il lance ses réformes, à l'époque, il est audacieux. Et très politicien, contrairement à ce qui semble. Très politicien. Vous avez une anecdote? Je pense qu'il va nous en donner dans les mois qui viennent. Ok. Et voilà, pour le dernier. C'est pas facile.
engagé, déterminé, courageux et vraiment sincère. Et vous verrez. Merci beaucoup. Ils le disent tous. Ah, elles sont pas mal vos questions là. Oui. On répond pas aux questions. Nous innovons. Cette année, vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs pour répondre à ces questions. Donc le public, vous vous exprimez, vous votez. Maxime, peut-être tu peux faire passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous exprimer. Non, nous privilégions la participation active et nous sélectionnerons 1 ou 2 questions sur la plateforme Assembly. C'est le principe. Allô, vous m'entendez? Bien, bonjour Monsieur le Ministre. Donc je suis militant UMP depuis un certain temps. Une question n'a pas été Et courageux. Et courageux. Voilà. Une question n'a pas été abordée ce soir et je trouve ça assez dommage, c'était les questions de société. On en parle beaucoup en ce moment et ma question portera sur le mariage homosexuel. Aujourd'hui, Monsieur Hollande a décidé de faire passer cette mesure de manière un peu obscure et sombre. Les Français vraisemblablement ne seront pas consultés. Le revers d'une défaite à un référendum serait trop important pour lui. En attendant, les Français se mobilisent. Le 13 janvier aura lieu, et d'ailleurs j'en profite pour inviter tous ceux qui sont ici présents à nous rejoindre à la manifestation pour tous le 13 janvier dans Paris. Il devrait y avoir du monde. Jean-François Copé a appelé à manifester. La droite forte, emmenée par M. Pelletier, a appelé à manifester aussi. C'est la motion qui a reçu le plus de voix au moment des élections de l'UMP. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous pensez qu'un référendum est nécessaire? Et quand je parle sur le sujet, ça peut être sur le mariage, sur l'adoption, sur la PMA, qui est encore quelque chose de plus qui est demandé par les LGBT. Voilà, quelle est votre position sur le sujet? Merci Monsieur le Ministre. La manifestation, je n'ai pas besoin d'appel ni d'une motion ni de Jean-François Copé, je serai présent dans cette manifestation. Parce que c'est une de mes convictions. Je sais que j'ai certains de mes amis qui disent tout homme politique qui rend cette manifestation n'aura jamais mon soutien. Je suis prêt à leur expliquer, mais je pense que c'est aussi une forme d'opposition à ce texte. Et ce texte, il faut bien le voir, n'est pas un texte anodin. Et je pense en plus que le gouvernement a tort. Le gouvernement, M. Hollande est un peu dans la logique de M. Zapatero à l'époque. M. Zapatero, c'était simple. En matière économique et sociale, il n'avait pas prise. Donc il avait cherché des réformes qui ne coûtaient pas 1 euro, mais des réformes de société en se disant en plus, je peux conforter ma majorité ou diviser l'opposition. Sauf qu'en France, ça s'est vu, et je ne suis vraiment pas sûr que la priorité des priorités pour les Français, ce soit la question du mariage homosexuel. Ce qui est vrai, je vais jusqu'au bout. Ce sont mes convictions, je ne veux les imposer à personne, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix. C'est que je pense pour ma part que si nous avons cette question aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment avancé ces dernières années sur l'évolution du Pacs ou de l'alliance civile, sur la question notamment de la pension de reversion pour les homosexuels. Il y a la question du capital qui a été réglée par le Pacs, la pension de reversion, pour des raisons avant tout financières, n'a pas été traitée. Il y a une deuxième question qui n'a pas été traitée. C'est la question du statut des tiers et des beaux-parents. Que ce soit pour les homosexuels, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper, il y a des enfants qui sont nés dans un couple hétérosexuel et qui, à cause de séparation, sont aujourd'hui avec des parents de même sexe. C'est une réalité. À partir du moment où l'adoption existe pour les célibataires, vous devez savoir que ces situations-là existent. Mais la question du statut du tiers et du beau-parent se pose aussi pour des couples hétérosexuels. Admettons que je ne sois pas marié avec celle qui est mon épouse aujourd'hui. Je vis en concubinage. Si l'enfant que j'ai eu avec une autre mère, cette personne est avec lui, qu'il a un accident, s'il n'y a pas un cas d'extrême urgence, l'hôpital peut refuser la prise en charge. Parce qu'il n'y a aucun droit reconnu pour les tiers et les beaux-parents. Et c'est vrai aussi à l'école. C'est un sujet difficile, parce que vous ne pouvez pas remettre en cause ce qu'est l'autorité parentale. Mais cette question du statut du tiers et du beau-parent, on ne l'a pas fait évoluer. Et aujourd'hui, c'est l'une des demandes qu'il y a derrière. Je suis donc défavorable au mariage homosexuel, même si je pense que la droite et le centre auraient dû avancer sur ces deux questions. Mais je veux avant tout faire la différence entre le mariage et l'union civile. Et je ne veux pas, comme certains disent, reconnaissez le mariage civil pour tous et après les religions font la différence. Non, c'est à la loi républicaine de marquer la différence entre le mariage et l'union civile. Et puis, on ne m'enlèvera pas de l'esprit
que derrière cette idée, ce n'est pas la question de l'union pour des personnes qui éprouvent de l'amour l'une pour l'autre qui est posée, c'est la question de la filiation. Et là, ça renforce mon opposition à ce texte. Et si on veut en avoir une seule preuve, il suffit de voir ce que beaucoup de députés socialistes vont intégrer dans le texte par voie d'amendement, la PMA, la procréation médicalement assistée. Ce qui veut donc dire que derrière cette question du mariage homosexuel, il y a clairement l'idée de la filiation. Donc je suis contre sur la question de l'union de personnes de même sexe pour en faire un mariage, mais je suis aussi contre le fait de changer des règles qui sont biologiques. Moi, ce qui me gêne dans la loi, c'est qu'on ne fasse plus référence à un père et une mère. On peut voir ça comme l'on veut. Un enfant, c'est un homme et une femme, c'est un père et une mère. Et quand on dit dans la loi que ce sera parent A, parent B ou parent 1, parent 2, ça n'est pas reconnaître ce qui se passe en réalité. Voilà pourquoi je suis contre ce texte. Alors, il n'y aura pas de ma part d'outrance, de dérapage, le problème n'est pas là. Mais tout simplement d'affirmer une conviction qui est une conviction forte. Je l'assume, on me dit « ouais, mais attends, tu vas te mettre à dos les jeunes, ils vont t'en vouloir ». Je suis désolé, je ne cherche pas à imposer mes convictions, mais je demande juste qu'on respecte les convictions qui sont les miennes et que c'est un choix que j'ai fait en conscience, à la fois de voter contre ce texte et aussi de manifester pour dire mon opposition à ce texte et à la méthode retenue par le gouvernement. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est qu'on va nous dire oui, mais les gens ont voté pour François Hollande, ils ont voté tout ce qu'il y avait. Je ne sais pas qui a lu l'ensemble des propositions de François Hollande, mais je sais que sur un sujet comme celui-ci, si on regardait les sondages il y a quelques mois, tout le monde était favorable. La réalité est très différente. Parce que les Français n'ont pas forcément conçu que c'était leur priorité des priorités, et ils n'ont pas vu que derrière cette question, c'était aussi une remise en cause. Certains peuvent être favorables, d'autres y sont opposés, du modèle familial que nous avons souhaité reconnaître. Et je pense qu'il faut bien faire la différence en politique entre des réformes qui sont imposées par l'extérieur ou par des phénomènes différents. Je m'explique. L'allongement de la durée de la vie vous oblige à réformer les retraites si vous voulez garder les retraites. Les crises internationales vous obligent à baisser les dépenses. Mais rien ne nous oblige, rien ni personne ne nous oblige à faire évoluer le droit de la famille et le modèle de la famille. Donc si rien ne nous y oblige, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit non seulement une priorité, mais que ce soit bon pour l'image que je me fais de la famille et de la société française. C'est aussi simple que ça. Alors avant de passer à une nouvelle question du public, nous sommes rendus compte que 25 personnes avaient voté pour savoir, pour que vous nous donniez une bonne raison de ne pas déchirer notre carte à l'UMP. C'est parce que, elle n'est pas facile à déchirer, la première des choses, Certes. vous faites pas de mal. Non, très sérieusement, c'est parce que quand on adhère à l'UMP, c'est pas pour savoir seulement si c'est Fillon ou Copé le président. C'est parce qu'on partage des valeurs. On croit notamment au travail, à l'autorité, à la justice. Et que les présidents peuvent changer ou passer, il y a une permanence de nos idées et notre idéal. Et surtout en ce moment, où je n'ai pas envie que ce soit le Front National ou même l'UDI qui devienne le premier parti d'opposition, ce n'est pas le moment de lâcher la rampe. Et je le dis aussi, il ne faut pas se tromper sur ce qui s'est passé avec les élections partielles de ce week-end. Certains disent, en fin de compte, le problème n'est pas si grave, les électeurs suivent. Non, ce n'est pas ça. C'est que les électeurs disent, on n'est pas aussi stupide que vous au plan national, nous on a compris qu'il faut s'opposer, et le rejet du Parti socialiste est plus fort que le rejet des dirigeants actuellement. Donc ce n'est pas parce que les élections partielles ont montré un bon résultat de nos candidats qu'il faut penser que la crise peut durer et qu'il ne faut pas en sortir le plus rapidement possible. Donc je le dis, on est à un moment où je pense que ça a besoin d'une opposition, il faut toujours une majorité d'opposition, qu'en France on a besoin d'une UMP forte. Si les militants quittent notre famille politique ne pourra pas rester la principale force d'opposition. Voilà clairement la raison pour laquelle, je le pense, les militants ont certainement beaucoup plus de bon sens qu'il n'y a dans la tête de certains dirigeants. Une question publique ? Allez, n'hésitez pas, c'est la dernière. Bonsoir. Alors, en 2004, par référendum, puisque vous êtes attaché au référendum, la France a voté non au traité constitutionnel européen. En 2007, le traité de Lisbonne est passé sans utilisation du référendum. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. C'est qu'à l'époque, les choses avaient été clairement dites pendant la campagne par Sarkozy. Si c'était lui, on avait utilisé l'expression de mini-traité, de dire on ne reviendra pas sur la procédure. Il avait joué carte sur table. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on ait un référendum ou un vote parlementaire. Je pense
que si on veut continuer, allez, une poussée en avant européenne sans avancer de l'Europe, quand on se retournera, le peuple ne suivra pas, que ce soit dans l'opinion ou que ce soit dans un référendum. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il est très difficile d'expliquer les enjeux et la pédagogie. Moi, vous voyez, j'ai voté non à Maastricht en 92 et je renie en rien ce choix. J'ai voté oui en 2005 parce que j'avais vraiment le sentiment que ce qu'il y avait dans le cœur du traité valait la peine. Et je pense aussi qu'en 2007, la forme parlementaire était certainement la meilleure. Là, quand on a eu ce texte, là en 2012, certains auraient pu dire il faut aussi un référendum. Vous l'avez compris, je suis pour le référendum. Mais je pense également qu'il y a des sujets sur lesquels, institutionnellement, ça vaut la peine de faire un référendum, mais on ne peut pas non plus en avoir sur tous les sujets. Sur l'Europe, le problème est simple. Est-ce qu'on peut jouer la carte de la pédagogie? Si oui, vous pouvez jouer le jeu du référendum. Mais le problème qu'il y a aussi sur l'Europe aujourd'hui, c'est que si à un moment donné, nos intérêts nationaux sont en cause, il faudra forcément un référendum, ou s'assurer que le peuple suit. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faudra à l'avenir faire des pas en avant en Europe. 65 millions de Français, c'est très bien, c'est pas assez pour peser face notamment à des grandes puissances, les États-Unis ou la Chine. Mais je suis certain également que si on ne refonde pas la légitimité et l'adhésion populaire, ça ne peut pas marcher. On a les Français soit qui ne nous suivront pas, soit qui nous feront un terrible bras d'honneur. Donc pas à chaque fois, pas à chaque étape, mais si on est vraiment à un moment donné sur une nouvelle étape d'intégration, là il faudra à nouveau un référendum, je le pense. Allez, dernière question, c'est la question Weissenbly, celle qui a reçu le plus de votes. La question, comment vous l'appelez? Weissenbly, je prononce bien? Oui, Selma nous confirme. Éducation, alors que la gauche semble avoir les classes préparatoires dans leur ligne de mire, quelle est votre opinion sur le sujet? C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, comme ça je vous laisse répondre, circulaire 31 mai, quel message aux étudiants étrangers, qui représentent 40% des étudiants à l'école, procéderiez-vous de la même manière aujourd'hui? Elle n'a pas été comprise, cette circulaire, parce qu'il y avait à la fois dans la circulaire l'ouverture de certains métiers qui étaient restreintes, et ça, excusez-moi, ancien ministre du Travail et de l'Emploi que je suis, je pense que ça avait du sens, parce qu'on avait établi une liste des métiers ouverts aux étrangers, sans regarder aujourd'hui quels étaient les demandeurs d'emploi qui pouvaient pourvoir ces métiers. Conducteur d'engins de travaux publics, c'était des métiers pour lesquels on disait on trouve personne en France, il faut arrêter la plaisanterie. Donc que cette liste soit revue, ça avait du sens. Le problème, c'est qu'en même temps, il y avait la question des étudiants étrangers et que certaines préfectures ont appliqué avec beaucoup de zèle cette circulaire. Si l'application n'avait pas été celle-là, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. À partir du moment où il y avait cette incompréhension, et j'ai vu des cas, au début je ne le croyais pas, parce que je savais quel avait été l'esprit de la circulaire. Quand j'ai vu des cas, des amis qui sincèrement m'ont montré que des étudiants devaient repartir, alors qu'ils pouvaient répondre aux critères s'il n'y avait pas une lecture hyper stricte, oui, là, il y avait un sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y a retouché. Il faut reconnaître aussi en politique que vous avez intérêt à concerter un maximum avant pour éviter parfois d'avoir à revenir en arrière. Ce n'est pas infamant de revenir en arrière. Mais si on ne le fait pas trop souvent, c'est bien, mais il faut avoir écouté beaucoup au départ. La deuxième chose, sur les classes préparatoires, je pense que c'est une erreur d'avoir dans le collimateur les classes préparatoires et que je pense qu'on a un modèle d'enseignement supérieur. Je ne vais pas vous faire le champion du monde de la question, je travaille là-dessus et j'ai besoin de travailler davantage là-dessus. Mais de penser que le seul modèle serait universitaire, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Classes préparatoires, grandes écoles trouvent toute leur place. Et la vraie question qui va être posée, on me posait la question à Sciences Po Lille l'autre jour, c'est sur quels critères devra se fonder la répartition des crédits. L'argent public ne coulera plus jamais à flot dans notre pays. La vraie question, c'est évitons de faire des erreurs dans la détermination d'un certain nombre de choix. Et je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Dans les années qui viennent, vous aurez le choix entre des politiques, soit qui proposeront de prélever plus, soit d'autres politiques qui proposeront de dépenser moins et de donner moins. Je fais partie de ceux qui disent très clairement que dans les années qui viennent, il faut arrêter de dire on va dépenser mieux. Oui, mais il faudra aussi dépenser moins. L'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Mais je préfère vous dire en face que si je suis élu président, je préférerais que l'on dépense moins, qu'il y ait moins de gaspillage et qu'on détermine des priorités, plutôt que de continuer à prélever des impôts, des cotisations et des taxes dans un pays qui est étranglé par les impôts, les cotisations et les taxes. Nous prélevons en France 7 points de plus d'impôts, cotisations et taxes que la moyenne européenne. On n'en peut plus. Et en revanche,
Quand je vais vous indiquer qu'il faut dépenser moins, je vais vous donner un exemple. Est-ce que l'État pourra payer en même temps des policiers et des gardiens de musée? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faudra que l'État continue à payer des policiers et que pour les gardiens de musée, on peut trouver d'autres solutions avec le privé sans nuire aux intérêts des salariés concernés. Il faudra dans les années qui viennent que l'on dise clairement ce que l'on veut garder, ce que l'on peut garder, mais je jouerai carte sur table avant l'élection parce que c'est la seule façon que les gens fassent confiance pour après l'élection. C'est l'exigence de vérité dont je parlais tout à l'heure. Très bien, c'est sur ces paroles que va se conclure cette conférence. Donc on vous remercie encore une fois d'être venus aussi nombreux. Un cocktail vous attend dans le hall Barreau. Donc voilà, merci Monsieur Bertrand d'être venu. C'est un plaisir. Vous avez vachement bossé. Ouais.